Bonsoir et merci de votre fidélité à notre chaîne. Il est 18h30 sur Loula, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Ce jeudi 6 novembre 2025, le Maroc célèbre le 50e anniversaire de la Marche verte, moment fort dans l'histoire moderne du royaume. 50 ans après, l'épopée glorieuse demeure un symbole d'unité et d'édification qui a été couronné par une victoire éclatante au Conseil de sécurité à l'ONU. À Nairobi, la première dame de la République du Kenya a offert hier soir au palais présidentiel un dîner en l'honneur de son Altesse royale, la princesse Lala Asma, présidente de la fondation Lala Asma en visite de travail dans ce pays. Et puis nous retrouverons en direct notre envoyé spécial à Lyon, Sofia Fegroud, et nos équipes sur place pour une édition consacrée à ces commémorations du cinquantenaire de la Marche verte, avec un focus sur la dynamique vertueuse de développement sans précédent que vivent nos provinces du Sud. Jeudi 6 novembre 2025, le Maroc célèbre le 50e anniversaire de la Marche verte. C'est le 6 novembre 1975 que 350 000 Marocains et Marocaines venus de toutes les régions du royaume répondaient dans une union exemplaire à l'appel historique de feu Sa Majesté Hassan II. Moment fort dans l'histoire moderne du royaume, acte de foi d'un roi et de son peuple et source inépuisable d'inspiration. La glorieuse Marche verte demeure 50 ans donc après un symbole d'unité et d'édification qui a été couronné par une victoire éclatante au Conseil de sécurité de l'ONU. Fruit d'un engagement sans relâche de Sa Majesté le roi Mohammed VI depuis son accession au trône. En célébrant donc le 50e anniversaire de la Marche verte, le Maroc ne se contente donc pas d'honorer son passé, il projette sa confiance dans l'avenir. Fidèle au serment de la Marche verte, le royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi, avance uni vers un avenir prospère, prêt à relever les défis du monde. Nissil Hamdaoui. Il y a 50 ans, un événement majeur marqua l'histoire du royaume. L'annonce par feu Sa Majesté le roi Hassan II de l'organisation de la Marche verte. Un véritable coup de génie qui conduira à la récupération des provinces du Sud. Le 16 octobre 1975, feu Sa Majesté le roi Hassan II prononça un discours qui résonne jusqu'à présent dans la mémoire de tous les Marocains. علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه. Nous devons accomplir une marche verte du nord du Maroc à son sud, de son est à son ouest. Nous devons, cher peuple, agir comme un seul homme, dans l'ordre et la discipline, pour nous rendre au Sahara et pour renouer avec nos frères au Sahara. Cette importante annonce intervint juste après la confirmation par la Cour internationale de justice de La Haye de liens juridiques et d'allégeance entre les sultans du royaume et les tribus sahraouis. L'appel de feu Sa Majesté le roi Hassan II fut entendu. Environ 350 000 volontaires issus des 4 coins du royaume répondirent présents. Hommes et femmes se dirigèrent avec sérénité vers les provinces du Sud, hissant avec fierté le drapeau national sous le grand ciel de ce territoire qui fait partie intégrante du royaume. La Marche verte, une épopée qui témoigne de la symbiose entre le peuple marocain et le glorieux trône alaouite, ainsi que l'unanimité autour des constantes et des valeurs sacrées de la nation. 50 ans après, c'est une autre marche, empreinte de l'esprit de cette belle épopée qui est entamée. Celle du développement tous azimuts des provinces du Sud, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi.
À Nairobi, la première dame de la République du Kenya, son Excellence Madame Rachel Ruto, a offert hier soir au palais présidentiel un dîner en l'honneur de son Altesse royale, la princesse Lala Esma, présidente de la fondation Lala Esma. Ont pris part à ce dîner les membres de la délégation qui accompagne son Altesse royale, la princesse Lala Esma, composée notamment de Madame Naïma Ben Yahya, ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Abdelrazak Al-Assel, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République du Kenya et de la République du Soudan du Sud, Mohamed Mitqal, ambassadeur directeur général de l'Agence marocaine de coopération internationale, et Karim Sali, président délégué de la Fondation Lala Esma. Ont aussi été conviés à ce dîner Monsieur Edem Douele, ministre kényan de la Santé, Madame Anna Cheptumo, ministre du Genre et des Services à l'Enfance, Johnson Sakaja, gouverneur de la ville de Nairobi, ainsi que plusieurs autres personnalités. Son Altesse royale, la princesse Lala Esma, et Madame Rachel Ruto, présidente de Voice of Children Foundation, avaient procédé plus tôt dans la journée au Kenyatta National Hospital à Nairobi au lancement de la 4e phase du programme Uni, On s'entend mieux, qui vise à redonner l'ouïe à des enfants kenyans atteints de surdité profonde. C'était hier. À présent, je vous invite d'écouter les propos de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain, Stéphane de Mistura, qui, lors d'une conférence de presse par vidéo, a déclaré attendre avec impatience une version actualisée du plan d'autonomie marocain qui doit désormais servir de base aux négociations. Nous l'écoutons. La résolution 2797 est importante parce qu'elle témoigne d'une nouvelle énergie et d'une nouvelle détermination internationale pour résoudre ce conflit vieux de 50 ans. Eu égard au soutien appuyé et conféré par cette résolution du Conseil de sécurité au secrétaire général de l'ONU et à son envoyé personnel, nous avons l'intention d'inviter les différentes parties à soumettre des propositions et des suggestions pour permettre à l'ONU de mettre en place un ordre du jour et d'établir un calendrier à cet effet. Comme mentionné dans la résolution onusienne, nous allons nous baser sur l'initiative marocaine d'autonomie présentée en 2007. Nous souhaitons que cela se fasse dans un futur très proche. Je me félicite également de la prorogation du mandat de la MINURSO jusqu'en octobre 2026. Cela a de quoi maintenir un climat de stabilité. Le Royaume célèbre donc ce jeudi 6 novembre le cinquantenaire de la Marche verte, un événement qui restera jamais gravé dans la mémoire collective du Maroc comme un moment d'unité et de foi nationale. Un anniversaire célébré dans un climat d'enthousiasme et de ferveur nationale à la faveur de la percée historique réalisée sur la voie du processus de consolidation de la marocanité du Sahara sur la base de l'initiative d'autonomie, désormais consacrée par la communauté internationale. Nous nous rendons sans trop tarder donc à Laayoune, où nos équipes sont mobilisées pour l'occasion. Sophia Fagroud, bonsoir. Bonjour Boubker et bonjour à celles et ceux qui nous regardent dans cette journée très spéciale. L'anniversaire d'un demi-siècle de la Marche verte. Il y a 50 ans, une marée humaine de 350 000 hommes et femmes a répondu spontanément à l'appel historique lancé par feu Sa Majesté le Roi Hassan II, appelant le peuple marocain à participer à la récupération des provinces sahariennes. Ils ont alors convergé de manière pacifique vers le sud, franchissant les frontières artificielle et hissant fièrement le drapeau national sur un territoire qui a toujours fait partie intégrante du Maroc. Aujourd'hui, les archives témoignent encore de l'allégeance des tribus sahraouis au sultan et roi alaouite. Iman Ablou, Samira Asban, Hamza Sayeh, Omar Ait Issa et Saad El-Kamili. C'était il y a un demi-siècle. La Cour internationale de justice de La Haye venait juste de confirmer l'existence de liens juridiques et d'allégeance entre les sultans du Maroc et les tribus sahraouis. C'était le début d'une épopée.
Nous sommes allés à La Haye et nous avons déposé un dossier scientifique. La Cour internationale de justice devait apporter une réponse à cette question. Quand l'occupation espagnole est arrivée au Sahara, cette terre était-elle terra nullius? Et sinon, quel lien avait-elle avec les sultans du Maroc? Après une large concertation entre les éminents experts en droit le 16 octobre de l'année 1975, il a été établi qu'il y avait effectivement des liens d'allégeance entre les tribus sahraouis et les sultans du Maroc. Preuve à l'appui, le Maroc est parvenu à convaincre la communauté internationale de la légitimité de la question du Sahara marocain. Preuve juridique à La Haye et mémoire vécue dans les provinces du Sud. Elle vit dans la tête et dans le cœur de chaque Sahraoui. Mon grand-père paternel me racontait qu'au retour de feu Sa Majesté Mohammed V de l'exil, il y avait de grandes fêtes et que les prières s'élevaient pour la gloire au sultan. Le Sahara était marocain bien avant la marche verte. Feu Sa Majesté le roi Hassan II nous a accueillis à Rabat et je me souviens qu'il nous avait dit de nous tenir prêts à entrer au Sahara dès que la Cour internationale de justice se prononcerait. Le souverain nous avait dit « Je suis sûr que la Cour de La Haye établira les relations entre le royaume et les citoyens du Sahara ». Ce sont des documents qui témoignent de la marocanité du Sahara. Autant de daïrs et de correspondances attestant de la nomination par des sultans alaouites de Qaïd dans les provinces du Sud. Nous disposons d'un grand nombre de daïrs de sultans, des échanges de lettres entre des ulama et des sultans ou des daïrs qui font office de nomination dans la région. Aujourd'hui encore, cette marche verte est décrite comme une étape phare dans le processus du parachèvement de l'intégrité territoriale du Maroc et de récupération des provinces du sud du royaume. Cette marche pacifique et populaire, unique en son genre, avait suscité un élan patriotique inégalé. Et pour l'occasion, le drapeau national a été salué ce matin dans la ville de l'Ayoun, ici. Une cérémonie en présence du wali de la région l'Ayoun, Saqiya al-Hamra, et de personnalités civiles et militaires. C'est à l'occasion du 50e anniversaire de la Marche verte et de la proclamation par Sa Majesté le roi Mohammed VI de la fête de l'unité le 31 octobre. Verte, une initiative d'une ambition exceptionnelle. Le Maroc a non seulement recouvré son intégrité territoriale, mais il a également suscité l'admiration du monde entier qui a salué un acte et un modèle unique de résistance pacifique et d'attachement légitime à la souveraineté nationale. Pour en parler, j'accueille ici en plateau Monsieur Shaibata Mrabbi Harbo, président du Centre du Sahara pour les études en développement et en droits de l'homme. Merci. Merci pour votre invitation. D'abord, quel souvenir avez-vous de la Marche verte? Moi, j'ai pas vécu la Marche verte. Vous êtes trop jeune. Exactement, mais toute notre enfance a été marquée et vibrée au rythme de la Marche verte. Je me rappelle quand on était des enfants, toutes les histoires racontées par nos parents, nos frères, nos sœurs, nos voisins. C'était l'événement phare de cette époque. Et aussi, tous les foyers, toutes les maisons, on avait des souvenirs parce qu'on a toujours gardé la copie du Coran vert porté par les participants à la Marche verte. Aussi la photo fameuse de Sa Majesté le roi Hassan II durant son lancement de la Marche verte. Et il y avait tout autour de nous parle de la Marche verte. Il y avait même des barils qui s'appellent les barils de la Marche verte. À l'époque espagnole, il n'y avait pas de l'eau dans les maisons. Donc il n'y avait que des barils, c'est les barils de la Marche verte qui arrivent. Et après, même la société anglaise de production des camions, qui s'appelait Bedford, on les a appelés les camions de la Marche verte.
Donc il y avait toute une marque autour de la Marche verte, c'est dire l'ampleur de cet événement. Exactement. Un demi-siècle est passé depuis la Marche verte, son esprit et son énergie sont toujours présents, c'est très palpable ici à Laayoune. Comment se décline-t-il ? Elle est toujours présente. On change un petit peu la forme, si vous voulez. C'était une marche verte pour y aller, pour casser des frontières fictives. Mais maintenant, c'est la marche verte vers le développement. Et la couleur verte est toujours là parce que c'est toujours l'énergie verte. On sait que les provinces du Sud est la capitale de l'Afrique au niveau de la production de l'énergie verte, comme l'énergie éolienne, l'énergie solaire. C'est les grandes infrastructures. C'est un Maroc qui marche pour la défense de ses intérêts et de son pays via la diplomatie, via l'éducation. Sa Majesté le roi Mohamed VI a instauré le 31 octobre comme fête de l'unité. Qu'est-ce que cela ajoute à cet anniversaire d'un demi-siècle ? Depuis 1999, Sa Majesté a attendu jusqu'à 2025 pour décréter une fête. C'est la première fois qu'il est faite, c'est la fête de l'unité, effectivement. C'est pour marquer, d'une part, pour marquer la résolution des Nations Unies 2797, mais d'une autre part, c'est aussi pour concrétiser que la seule solution pour le tous, pour ce différend artificiel, c'est l'initiative de Sa Majesté de 2007, c'est l'autonomie. Et on lit aussi qu'il y a un message d'unité, ça veut dire que tous nos frères, sœurs, cousins et cousines qui sont maintenant séquestrés à Tindouf sont invités pour rejoindre le Maroc pour construire notre pays ensemble. Et aujourd'hui, nous célébrons les 50 ans de la Marche verte. Il y a une cérémonie qui se prépare, grandiose, dès ce soir, derrière nous, place du Mchouar, et d'où ce background sonore. La diplomatie royale clairvoyante s'est imposée comme un modèle de sagesse et de fermeté dans la défense de l'intégrité territoriale. Sous cette dynamique, le royaume a réussi à inscrire la question du Sahara marocain dans une logique de reconnaissance et de légitimité. Les soutiens internationaux au plan d'autonomie comme seule base pour une solution aux différends se multiplient. Imen Ablo, Nawel Gourari, Yassine Mourafiq et Jihad Libri. J'avais affirmé dès mon accession au trône notre ferme intention de passer de la phase de gestion proprement dite à une dynamique de changement se déployant à l'intérieur comme à l'extérieur, couvrant tous les volets du dossier en la matière. J'avais également appelé à sortir de l'approche purement réactive en faveur d'une logique de prise d'initiative, de fermeté et de proactivité. À travers une approche royale visionnaire, le Maroc a redéfini sa politique étrangère en faisant de la question du Sahara marocain le pivot central de ses orientations diplomatiques, de ses partenariats et de ses alliances. Une diplomatie de conviction guidée par Sa Majesté le roi Mohamed VI depuis son intronisation, qui a permis d'enregistrer des avancées majeures, renforçant la position du Maroc sur la scène internationale et consacrant la justesse de sa cause nationale. La gestion de la question du Sahara marocain a connu un tournant majeur à la faveur de l'approche royale. Une approche qui revêt plusieurs dimensions. D'abord, politique, par une diplomatie royale agissante, confortant la légitimité de la souveraineté marocaine sur les provinces du Sud. Et puis, il y a un volet tout aussi important en rapport avec une vision proactive du souverain, compte tenu du saut qualitatif enregistré en termes de développement dans ces provinces. Et les percées diplomatiques s'accumulent et s'enchaînent à la faveur de la vision royale claire et perspicace. Une action diplomatique sage et multidimensionnelle qui a permis au royaume de réaliser de grandes victoires. À l'évidence, les orientations de la politique du royaume ont fini par porter leurs fruits. Le soutien international à l'intégrité territoriale du Maroc gagne du terrain d'année en année, avec en prime les positions sans équivoque des membres permanents du Conseil de sécurité. Et je le réaffirme ici devant vous. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Le plan marocain d'autonomie présenté en 2007
est le plus crédible, réaliste et pragmatique pour une solution durable à ce conflit. Viable and pragmatic basis for a lasting resolution of the dispute. We believe Nous croyons au royaume du Maroc et nous croyons à sa souveraineté sur les provinces du Sud. Une dynamique diplomatique et politique vertueuse, couplée à un élan socio-économique sans précédent, grâce notamment au modèle de développement des provinces du Sud. Les transformations sont spectaculaires et font de ces provinces un modèle de développement territorial innovant à l'échelle du continent. Ce programme lancé par Sa Majesté le Roi a enclenché une dynamique exceptionnelle. En 10 ans, c'est la métamorphose. Ces régions ont changé de visage. Nous assistons aujourd'hui à un modèle de développement qui avance à grands pas. Sa réalisation a atteint un taux de 85%, surtout pour ce qui est des méga-projets. Aujourd'hui, les provinces du Sud enregistrent l'un des taux de croissance les plus élevés du royaume. Le PIB de ces régions rivalise désormais avec celui des régions les plus avancées comme Casablanca. Un modèle de gouvernance territoriale doublé d'une réussite qui positionne ces provinces comme un laboratoire du développement régional en Afrique et un hub économique d'envergure continentale. Monsieur Cheybatam Rabbi Harabou, nous venons de le voir dans ce reportage. La dynamique qui a connu la question du Sahara marocain est le fruit d'une vision royale, clairvoyante, stratégique et sage. Vous êtes docteur en histoire moderne. Que laisse présager la dernière résolution du Conseil de sécurité quant à l'évolution du processus politique autour de cette question ? La résolution 2797 est venue pour confirmer et aussi pour affirmer que le Maroc est un partenaire clé pour toute la communauté internationale, un pays d'initiative. Tout ce qu'on a investi sur le plan d'autonomie depuis 2007 est couronné avec cette résolution, et c'est aussi la preuve que toute solution de ce différend artificiel ne peut pas se passer sans l'initiative de Sa Majesté l'autonomie. Donc maintenant, on est devant une reconnaissance mondiale qui conforte la position marocaine, et pour cela d'ailleurs Sa Majesté a nommé le 31 octobre comme fête nationale. La fête de l'unité, voilà. Les provinces du Sud connaissent aujourd'hui une dynamique de développement sans précédent. Des projets d'envergure voient le jour dans plusieurs secteurs clés, notamment la pêche, les phosphates et les infrastructures routières. Des initiatives ambitieuses qui font de la région un modèle de développement durable. Nawal Gourari, Yassine Mourafiq, Jihad Libri sur un commentaire de Zakaria Mouqinbillah. Le Sahara marocain, espace de développement et d'investissement, est plateforme stratégique du futur pour des secteurs à forte valeur ajoutée. Parmi les filières en pleine expansion figure la pêche maritime. Le secteur halieutique est l'un des piliers économiques dans les provinces du Sud et un des principaux moteurs de croissance. En pourvoyant les marchés nationaux en poissons, il contribue aussi à fédérer des projets créateurs de valeur et des milliers d'opportunités d'emploi. Les infrastructures portuaires suivent cet élan et se dotent d'équipements modernes. المشغل الأول في الجهة فهو يمنح بهذه الصفة عشرات الآلاف من مناصب الشغل. La pêche maritime est le premier pourvoyeur d'emplois au niveau de la région l'Aïon Saqi El Hamra, avec des dizaines de milliers d'emplois assurés. C'est aussi un catalyseur du développement économique, avec des effets bénéfiques sur les secteurs des transports, de l'habitat et des activités commerciales. Plusieurs programmes sont destinés aux coopératives féminines et aux jeunes œuvrant dans le domaine de la pêche maritime. كذلك هناك مجموعة من السياسات الموجهة للتعاونيات النسائية وللتعاونيات الشبابية. Je travaille dans la valorisation des projets halieutiques. La région l'Aïon Saqi El Hamra est riche par ses infrastructures dédiées à la pêche maritime. Le potentiel halieutique est important. Nous avons voulu investir dans cette filière et explorer ses potentialités.
La production de phosphate, un autre levier de développement dans ces provinces. À travers la valorisation des ressources locales, l'objectif est de créer les richesses via l'investissement dans des projets à forte valeur ajoutée. Projets industriels, technologiques, appui aux entreprises locales et création d'opportunités d'emploi au profit des jeunes. Ces projets contribuent ainsi à améliorer le niveau de vie des habitants des provinces du Sud et à augmenter la compétitivité de ces régions. الميناء الفوسفاتي الجديد اللي كتعتبر القلب النابض لهذه المشاريع التنمويه. Le nouveau port de phosphate apporte une nouvelle dynamique. Il vient remplacer l'ancien port qui était très sensible au changement climatique. Cette nouvelle structure portuaire nous permet d'exporter le phosphate brut et les engrais dans le monde entier, en particulier dans les pays africains, conformément à la vision royale de la coopération sud-sud. مع الرؤيه الملكيه ديال التعاون جنوب-جنوب. La Fondation Fos Boukra s'active également dans des projets stratégiques dans les domaines de la recherche scientifique, de l'éducation et du management de projets. L'objectif est ainsi de contribuer aux solutions durables face aux défis imposés par ce secteur. تم إنشاء المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة بشراكة. L'Institut africain de recherche en agriculture durable a été créé en partenariat avec l'Université Mohamed VI Polytechnique. Nous avons des coopérations avec plusieurs partenaires. Grâce à l'appui de l'UM6P, il a été possible de financer près de 22 projets dans les domaines de l'agriculture durable. من تمويل واحد العدد مهم ديال المشاريع تقريبا حوالي 22 مشروع. Ces initiatives de développement industriel, productif et scientifique sont soutenues par le développement des infrastructures. La voie express Tiznit-Dakhla est le meilleur exemple de cette dynamique. Longue de 1055 km, cette route relie le nord au sud du royaume, tout en permettant de connecter le pays à sa profondeur africaine. Autant d'initiatives qui reflètent le nouveau visage de la croissance socio-économique en cours dans les provinces du Sud. Et nous sommes rejoints en plateau par l'économiste monsieur Mohamed Ould El-Fadel Az-Zahou. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Nous venons de voir dans le reportage des régions qui se construisent efficacement, intelligemment, rapidement. C'est le fruit d'un modèle de développement lancé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI en 2015. Quels sont les effets tangibles de ce plan sur les plans socio-économiques ? Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour l'invitation. Quand on veut parler de l'effet et de l'évaluation, donc normalement, permettez-moi de rappeler que pour évaluer un programme, une politique ou un projet, il faut une étude d'impact. L'étude d'impact, normalement, c'est une étude qui est coûteuse, qui demande du temps et essentiellement, il demande aussi des moyens. Heureusement, pour notre cas, on n'a pas mené des études d'impact, mais on a la chance d'avoir les résultats du recensement général en 2024. C'est-à-dire qu'il a tous les ingrédients d'une étude d'impact parce que c'est plus de 8 ans, plus de 5 ans, qui est la norme. Deuxièmement, parce que aussi, c'est une étude qui est exhaustive. On n'a pas de l'échantillonnage. Moi, je vais prendre 2 indicateurs essentiels pour montrer l'impact de ce programme royal. Deux indicateurs. Le premier, c'est le taux d'urbanisation. Le taux d'urbanisation des provinces du Sud, c'est le taux le plus élevé au Maroc. C'est-à-dire qu'on a plus de 92% de la population citadine. Qu'est-ce que cet indicateur nous montre ? Il nous montre que pour vivre dans une ville, il faut avoir de l'infrastructure. C'est-à-dire qu'il y a un développement au niveau d'infrastructures économiques, sociales et de loisirs. Le deuxième indicateur, avant de parler du deuxième indicateur, les provinces du Sud, on connaît une vraie urbanisation. C'est-à-dire on n'a pas, comme dans les autres cas, il y a ce qu'on appelle la ruralisation de l'urbain, au lieu de faire l'urbanisation du rural. Ici, il y a l'urbanisation en vrai sens du terme. Le deuxième, ou bien les deux indicateurs, les deux autres indicateurs, ce sont les indicateurs du capital humain. Vous savez, je vais vous le dire maintenant, les provinces du Sud, ils ont le taux le plus faible de l'analphabétisation au Maroc. Deuxièmement, la période d'enseignement la plus élevée au Maroc. C'est-à-dire que les enfants restent sur les bancs de l'école. C'est-à-dire que la période passée en école est la plus élevée au Maroc. D'accord.
Deuxièmement, on a aussi au troisième indicateur l'utilisation de l'Internet la plus élevée au Maroc. Donc vous avez des indicateurs du capital humain, vous avez un indicateur d'urbanisation qui nous donne un effet sur l'indice de développement humain. Il nous donne aussi un effet sur, c'est-à-dire il nous donne des enseignements sur le développement humain des provinces du Sud. C'est-à-dire, en général, on peut dire que ces données de le recensement général nous ont donné une vraie image d'une étude d'impact. Il y a le troisième point que je ne vais pas oublier, ce sont les résultats de l'étude faite par l'HCP en 2023, basée sur le 2023, sur le PIB régional, c'est-à-dire la participation à la richesse nationale et le PIB régional au niveau des provinces du Sud. Les provinces du Sud, elles ont enregistré, le taux d'évolution du PIB régional le plus élevé, le PIB par tête, c'est-à-dire le revenu par personne, le plus élevé au niveau national. Ce sont là des indicateurs scientifiquement exhaustifs, parlantes, pour dire que ce programme royal lancé en 2025, il a donné ses fruits. Après ce que vient de dire un économiste avec des données chiffrées, je vous pose la même question. Et quels sont les effets de ce plan de développement sur l'attractivité économique de la région ? On le voit clairement, tout ce qu'a dit le professeur, c'est que les infrastructures que nous avons aujourd'hui, que ce soit les ports, que ce soit les routes, que ce soit les écoles, que ce soit les universités, sur tous les niveaux, ça donne un résultat direct sur la population locale. Donc la population locale maintenant est réjouie de tout ce mode de vie. On est à l'Aïoun, mais l'Aïoun, ça se compare maintenant avec des capitales au niveau de l'Afrique. Ça se compare pas avec des autres villes. Après, on sait très bien que le modèle de développement lancé par Sa Majesté en 2015 vient comme une, si vous voulez, conclusion de multiples interventions précédées par le plan de développement des provinces du Sud 2012-2015. Et maintenant, on est ouvert pour exporter cette expérience économique et cette réussite au service des peuples africains, les pays de Sahel et le pays du sud du Maroc. Monsieur Mohamed Ould Fadel Zahou, qu'en est-il de la compétitivité territoriale des provinces du Sud ? Bien, si on parle de compétitivité, on peut parler de l'attractivité. Quels sont les éléments phares de l'attractivité d'une région, d'un espace quelconque? Vous avez l'infrastructure et la connectivité. Donc au niveau, alhamdoulilah, au niveau des provinces du Sud, maintenant les provinces du Sud, elles sont très bien connectées au niveau portuaire, au niveau aérien et au niveau terrestre avec la voie express Tiznit-Dakhla. Longue de plus de 1000 km. Oui, effectivement. Deuxième variable, c'est le capital humain. Les provinces du Sud, ils ont une jeunesse qui est très bien qualifiée, c'est une jeunesse qui est motivée et une jeunesse qui est bien formée. Donc maintenant, le capital humain, c'est un moyen d'attractivité. Troisième variable, c'est la stabilité ainsi que l'infrastructure au niveau, c'est-à-dire les soutiens publics à travers le foncier et à travers les avantages de la charte d'investissement. Il y a la quatrième variable, et je crois que c'est une variable qui est très intéressante, c'est ce qu'on appelle le nombre de consommateurs. On ne table pas sur 1 million, 2 millions de consommateurs, on table sur 1,4 milliard de consommateurs du continent africain. Donc, c'est-à-dire que ce sont là des éléments tangibles pour une belle attractivité dans nos provinces du Sud. Avant de continuer sur l'attractivité et sur les projets de développement, je vous propose une belle image du coucher du soleil sur la place du Mchouar. Regardez, admirez, c'est juste magnifique. Voilà pour la place du Mchouar en ce moment même. Le
Le Sahara marocain est devenu une terre où tout est possible, y compris l'agriculture en plein désert. Des jeunes combinent ici innovation et respect de l'environnement. Les coopératives agricoles fleurissent et contribuent à créer de l'emploi et une valeur ajoutée. Quand la jeunesse fait germer la richesse locale, c'est un reportage de Imen Ablou, Hamza Al-Khadar et Mehdi Karakchou. Foum Loued, l'Ayoun. C'est dans cette localité que la coopérative agricole Saqi El Hamra a jeté son dévolu. Chaque matin, Karim veille au contrôle de la qualité du lait ici produit. Son rôle est vital. Il compte parmi les jeunes de la région qui mettent leur savoir-faire en pratique sur le terrain au service de la dynamique de développement socio-économique de la région. Je suis responsable du contrôle de la formule du yaourt et ses composantes. J'ai en charge le contrôle physico-chimique et l'analyse microbiologique. Je contrôle aussi l'ensemble des produits de la coopérative, les dérivés du lait comme le beurre et le yaourt et le lait caillé. J'assure également le suivi des différentes étapes de la production, de la matière première jusqu'au consommateur final. Changement de décor, nous mettons le cap sur Dakhla, une oasis verdoyante au cœur du désert. Ici, Fadl Houiba est un jeune qui a opté pour les cultures maraîchères, sous les serres en plastique. Pour maximiser la production, le jeune entrepreneur déploie les toutes nouvelles techniques d'irrigation pour une gestion durable des ressources. Les résultats sont au rendez-vous, la production est abondante et compétitive et s'aligne sur les standards internationaux. Cette exploitation agricole s'étend sur 60 hectares et les scindés ont deux espaces, une superficie dédiée à la production des tomates et une autre à la culture du melon. Nous avons atteint une production de 4200 tonnes pour ce qui est des tomates et 2300 tonnes pour le melon. Le projet contribue à lutter contre le chômage. Il fait travailler une main-d'œuvre importante, jusqu'à 700 travailleurs au total entre les permanents et les saisonniers. Des projets à succès, les jeunes des provinces du Sud participent activement à l'économie locale et s'imposent comme des piliers du développement d'une région qui constitue un modèle au cœur du Sahara marocain. Professeur Mohamed Ould Al-Fadel El-Zahou, on parle beaucoup de l'agriculture comme moteur de développement durable. Comment l'engagement des jeunes dans ce secteur contribue-t-il, selon vous, à redessiner le paysage économique local ? Bien, donc oui, effectivement, l'agriculture maintenant, ou bien ce qu'on appelle la sécurité alimentaire, ce n'est pas que pour les provinces du Sud, c'est pour au niveau mondial. C'est-à-dire c'est un secteur sur lequel le pays doit tabler, les provinces du Sud aussi. Bien, donc les jeunes ont essayé d'investir dans ce domaine et la preuve qu'il y a beaucoup de coopératives. Je vais vous donner deux qui ont maintenant réussi à montrer ce qu'on appelle Made in l'Ayoun. Ce sont deux coopératives de production de lait. La première, elle est avec maintenant 1,8 million de litres de lait en 2023. Donc c'est un secteur qui est très porteur. Mais il faut investir dans toute la chaîne de valeur. Moi, je réfléchis à l'agroalimentaire. C'est un secteur qui sera, à mon avis, qui sera un moteur de développement au niveau de la région et aussi au niveau du continent africain. Il y a aussi au niveau de l'agroalimentaire, je parle aussi de l'investissement en capital humain. On a des instituts aussi au niveau de la région qui forment dans le domaine de l'agriculture. Mais il faut ne pas seulement parler d'une seule branche de l'agriculture, à savoir la production agricole. Il y a aussi l'élevage. L'élevage, c'est une activité qui est connue dans la région. Qui est ancrée dans les habitudes agricoles et dans les habitudes de la région économique. Oui, c'est un secteur qui porte surtout au niveau de la région de Dakhla. C'est un secteur qui contribue au PIB régional de Dakhla d'un montant qui est très intéressant. Si vous permettez, pour conclure, brièvement, s'il vous plaît, oui. J'ai un petit appel au secteur privé marocain. Donc, je leur demande d'investir dans ces régions pour
convertir cette joie nationale à une joie de la jeunesse pour la richesse et pour l'emploi des jeunes. Merci, Monsieur Cheibata Mrabbi Harbo. Quel regard portez-vous sur la jeunesse aujourd'hui, brièvement? Une jeunesse dynamique, une jeunesse qui regarde le futur, une jeunesse de l'intelligence artificielle et toute la technologie. Je pense que la jeunesse des provinces du Sud est présente. Ils gèrent au niveau d'administration, ils participent politiquement, ils participent dans les petites start-up, les petites et moyennes entreprises. Je pense qu'on est bien investi, bien préparé pour le futur grâce à cette jeunesse. Monsieur Cheibata Mrabbi Harbo, président du Centre du Sahara pour les études en développement et droits de l'homme, merci. Je vous remercie aussi Monsieur Mohamed Ould El Fadel El Zahou, économiste, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Et pour clore ce journal spécial, place à une touche de musique Seni, quelque peu revisitée, une musique qui s'ouvre sur le monde tout en préservant son âme et où la guitare trouve désormais sa place naturelle. Ce soir, elle nous est proposée par les artistes Omar Babir et Mohamed Ali, figure montante de cette scène en pleine évolution. شاهدكم يا القوم يا البراني بالليل يا مصاب دنيا الدوم يا كان الدوم الخليل. Fin de cette édition spéciale. Je vous donne rendez-vous demain sur cette même place, toujours depuis l'Ayoun au cœur du Sahara marocain. La suite, c'est avec vous, Boubker. Merci Sophia Fegroud et à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette édition depuis la ville de l'Ayoun. On vous retrouve demain à la même heure. Et avant de nous quitter, sachez qu'à l'occasion du 50e anniversaire de la glorieuse Marche verte, Banque El Maghrib émet une pièce commémorative en argent d'une valeur faciale de 250 dirhams. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure. L'info revient sur l'Oula à 20h30. Excellente soirée.